Le pommier était là. Le pommier, et tu vois, il était déjà très grand. Donc ce pommier, on sait qu'il est plus que centenaire, mais j'espère le garder le plus longtemps possible. La bourrine, les bâtiments, la galerie est vers ici, mon père bien sûr. Alors, ils l'ont acheté pour qu'il ait un atelier, parce qu'il n'avait pas d'atelier à la Villa Krugère. L'atelier, c'était aussi la chambre à coucher de maman. Et ça a été un lieu qu'il a conservé, qu'il conservera toute sa vie. C'est un tableau, un portrait d'une dame de Croix-de-Vie que mon père avait fait au début des années 50 et qui montre le paysage qui était, qu'on apercevait par la petite fenêtre, en fait des marais salants et une petite ferme au loin. Il n'y avait pas de construction jusqu'à Saint-Hilaire. Et j'ai eu des témoignages d'enfants très émouvants qui disaient qu'ils partaient de l'école de Croix-de-Vie et la bourrine était le dernier endroit où ils pouvaient s'abriter avant de traverser le marais pour rentrer chez eux. Donc très souvent, ils s'arrêtaient chez le peintre, ce qui était l'occasion pour mon père de faire des croquis, des dessins de tous ses enfants. Il a eu envie, peut-être pour montrer aussi son attachement au pays, aux bourrines, il a eu envie d'avoir une bourrine comme atelier. Mais rapidement quand même, il va s'apercevoir qu'il manque de lumière l'hiver. Autant l'été c'est possible, mais l'hiver ça ne l'est pas. Donc il avait fait construire par l'arrière des bâtiments et son atelier va se déplacer dans différentes pièces derrière la bourrine. Mais après son décès, la bourrine est restée en l'état pendant plus de 10 ans. On l'a rénovée et on a décidé de lui redonner sa vocation d'atelier du peintre Henri Simon et dans l'esprit que mon père aurait souhaité. Tout son environnement familial, affectif est présent dans cette bourrine. C'est important parce que les gens le sentent et on a l'impression que le lieu est encore habité. C'est vraiment l'impression que l'on a. Et il est habité par sa présence et tous ses souvenirs. Et puis il est habité aussi par l'actualité, je dirais, presque permanente que tu donnes d'année en année en faisant des expositions Des expositions toujours thématiques. Hein, toujours thématiques, voilà. Sur des thèmes très précis. L'an dernier, c'était les animaux. Et cette année, c'est la période d'après-guerre sur laquelle on a travaillé ensemble. Il y a une période de l'œuvre de ton père dont tu trouves qu'on ne parle pas assez parce qu'on la connaît pas bien et que lui-même n'en parlait pas beaucoup. C'est cette période de la guerre, du début de la guerre quand il a été mobilisé, il a été prisonnier, quand il est revenu ici en Vendée occupée, et puis cette période de l'après-guerre qui mène à 1950, donc finalement 1940, et tu avais envie qu'on parle de cette période-là. À chaque exposition, certaines œuvres de cette période étaient présentées, mais jamais je n'avais pu les réunir et voir à quel point ça correspondait à un moment de sa vie. Donc cette période-là m'intriguait beaucoup. Et après en avoir parlé plusieurs fois avec toi, j'avais décidé de réunir plusieurs œuvres, voir si c'était cohérent et ce qu'on pouvait présenter de cette période-là. Et puis là, on va se rendre compte au fur et à mesure en visitant l'exposition que Henri Simon est vraiment un témoin de son temps, depuis le camp de prisonniers jusqu'à la Vendée occupée et puis l'évolution vers la vie. Alors nous voilà, on vient de rentrer dans le début de l'expo, comme on a souhaité, c'est avoir l'impression de rentrer dans une baraque. Dans une baraque du Stalag. Donc Henri est donc arrêté en mai 40 et il part. Et il est prisonnier dans la poche de Dunkerque, puis il traverse la Belgique et après il est amené par train jusqu'en Prusse orientale, l'actuelle Pologne, où il va au Stalag 1B, un des plus près de la frontière russe. Il semblerait que tous les intellectuels et artistes aient été réunis dans cette baraque, la baraque 42, et le nom de Barbouilleur va être donné à tous ces artistes qui vont se regrouper. Alors il y a Lucien Elkan qui deviendra Lucien Hervé, le photographe du Corbusier, Charles-Émile Pinson. Mais Charles-Émile Pinson était un graveur. Et il est très important dans la vie de mon père, parce que c'est grâce à lui
que Henri Simon et d'autres camarades vont être libérés grâce aux faux tampons qu'il réalise avec de la pomme de terre notamment, et lui-même sera libéré avec ses faux papiers. D'après le témoignage de mon père, il n'a pas réussi tout de suite à peindre. Il a eu un petit moment de flottement. Et puis, grâce à ce Charles-Émile, il va reprendre son travail de peintre. Il a du matériel. J'ai même retrouvé des œuvres sur toile. Donc, ça veut dire qu'ils avaient de la peinture, ils avaient des toiles pour travailler, jusqu'au moment où les Allemands ont considéré que c'était de l'art juif. Donc, on leur a supprimé tout le matériel. Tous ces dessins devaient passer la censure. Ils étaient tamponnés s'ils étaient acceptés et rendus à l'artiste ou conservés. Oui. Et cette peinture de la souffrance, je pense que ça a été un de ces moteurs de création durant cette période du camp, cette interrogation et d'aller au fond de l'âme humaine Bien sûr. Et on le voit dans le Bourdon en particulier, mais on le voit dans d'autres, et ce qu'il reprendra après, plus tard dans Compagnons de silence. Cette captivité lui avait paru très longue, suffisamment longue pour connaître tous les affres de la captivité, mais pas trop longue non plus pour pas qu'il soit cassé totalement. Donc il a pu travailler l'année où il est resté au camp. Il n'a jamais perdu le goût de la peinture. Et peindre, c'était probablement rendre leur dignité à ses camarades aussi. Hein. On rejoint d'ailleurs la préoccupation du titre, l'œuvre survit, dès le départ. Dès les premières épreuves de la captivité, l'œuvre survit. Bien sûr. Et c'est un thème qui va le suivre durant ces 10 années. Nous sommes dans l'exposition, nous sommes encore sur la fin du Stalag, et c'est quelque chose d'assez étrange. Ce sont des aquarelles, de très belles aquarelles, et c'est un sujet d'inspiration religieuse, mais en même temps quelque chose de très serein, et ça ressemble furieusement à des stations de chemin de croix, je me trompe? Exactement. D'ailleurs, il va réaliser en captivité le chemin de croix complet. Il rapporte toutes les stations dont il tirera après des aquarelles qui seront un chemin de croix totalement terminé. Il y a que sur la dernière station, il aura plusieurs versions. Hein. Et ce chemin de croix, après, il va le réaliser dans les années 60 pour une petite commune du Dorat, en Haute-Vienne, et aussi pour Saint-Gilles, où il y a un chemin de croix toujours en place qui réalise sur plaque de lave. Alors là, on tourne les pages d'un livre de gravure, un livre écrit uniquement en allemand. Il y a même plusieurs livres. Puis là, on voit ici écrit Stalag 1B, ça vient d'où ça? Alors, ce sont des ouvrages que mon père a ramenés de captivité, probablement, puisqu'ils ont le tampon du Stalag 1B, qu'il a ramené dans ses affaires quand il est rentré en 41. On voit qu'il y a plusieurs ouvrages sur la gravure, qui est d'une technique qu'il ne pratiquait pas, mais il avait été initié peut-être... Par Charles-Émile Pinson, graveur prix de Rome dont on parlait tout à l'heure. Et quand il rentre de captivité, juste après, avant les années 50, il réalise plusieurs types de gravures. Alors, il y a celle-ci qui manifestement a été faite sur bois. Oui. D'ailleurs, la technique de la gravure, il va la reprendre dans les années 60 pour illustrer un livre pour les éditions Franlac au profit des enfants orphelins. Sur un ouvrage d'Audet, Le Petit Chose. L'été 1941, Henri Simon est libéré. Oui. Il revient en France, dans un pays qu'il a quitté libre et qui est un pays occupé. Et il retrouve sa Vendée, ses amis, sa mère. Et dans quel état d'esprit il est à ce moment-là? En 41, quand il rentre, on n'a pas retrouvé d'œuvres représentant la mer, des couleurs, on retrouve que des enfants. Et là, nous sommes vraiment dans cette époque de l'occupation, de l'État français, comme peut-être une période suspendue. Oui. Et avec ces enfants, cette petite enfant de Marie, ou âme vaillante, cœur vaillant, le petit capuchon gris.
Et puis, ses enfants tristes. Celui-ci, qui est quand même surprenant, parce que tous les enfants dans les tableaux de cette époque-là, à part quelques-uns, tu vois, celui-ci peut-être, regardent le peintre, et d'une manière presque statique, on les dirait comme arrêtés dans le temps, le temps s'arrête. Et là, il y a des gitans, il y a encore des gitans, pas pour longtemps d'ailleurs. Il semblerait qu'il y ait toute une famille, en tout cas de gitans, qu'il avait d'ailleurs dessiné avant la guerre. Oui. Et puis, dans ces années-là, en 41, il va faire toute une série de gouaches. Nous sommes sous l'occupation. L'État français a décrété l'interdiction aux nomades de bouger. Ils sont assignés à résidence. Et puis, d'après tous les témoignages et d'après les textes, on ne les revoit plus après. Ils sont probablement internés, ça on ne le sait pas. Henri Simon ne le sait pas non plus. Et sur la même période, on a ces deux œuvres surprenantes. Ce petit garçon dont les verres de gris ressemblent étrangement à ses dessins de captivité, qui a un petit oiseau qui est juste suggéré par une tache blanche. De même que cette petite fille là qu'on voit derrière la fenêtre, dont la comparaison avec sa captivité est évidente par le rappel de la croix pour la manière dont il cadre la fenêtre. Et si vous vous approchez un petit peu, on voit le fil de fer barbelé qui est une allusion probablement aussi à sa captivité à lui. Et alors c'est l'époque des portraits, je voudrais que tu nous dises quelque chose Beaucoup par rapport de au portrait qui est lié alors, à la vie de l'homme Henri Simon, et là son engagement était aussi vis-à-vis des prisonniers. Très souvent, il fait des caricatures ou des portraits qu'il vend comme ça à la sauvette lors de manifestations, de kermesses, de choses comme ça. De fêtes de soutien. Et le profit de ces œuvres, va aux prisonniers de guerre. À l'époque, il était connu. On allait faire son portrait par Henri Simon. Arrive la fin de la guerre, en 1945, et le retour des prisonniers. Et là, ses frères reviennent. Ses frères reviennent. Une œuvre à quatre mains va naître qui est Compagnon de silence. Compagnon de silence. André a déjà écrit. Oui. Il y a déjà eu des débuts de collaboration, mais probablement qu'André, en regardant les aquarelles d'Henri, a eu envie, les deux frères ont eu envie de laisser un témoignage sur cette période. Et effectivement, ce qu'on a cherché à montrer ensemble, quand on a monté cette exposition, c'était comment, par exemple, cette scène avait été organisée en fonction des portraits des prisonniers qu'il ramène. Ça sera exposé à la Galerie de Cré à Nantes dans les années 60. Et puis, il ne se passe plus rien. Plus rien pendant des années, jusqu'à ce qu'on l'édite en 2005 et que l'exposition dont on parlait tout à l'heure, Compagnon de silence, soit présentée au musée de l'Abbaye Sainte-Croix des Sables-d'Olonne. Oui, une très belle expo et un très beau livre aussi. Et le livre édité par les éditions Cénomane, en facsimilé à l'identique de ce qu'était le document original. Alors, Henri Simon, il frappe les trois coups aussi. Le théâtre, c'est important dans sa vie. Très important, surtout à cette période où il a besoin de se reconstruire après l'expérience douloureuse de la captivité. Donc il va probablement faire du théâtre un petit peu avant la guerre. Pendant, parce que dans la baraque, il y a des comédiens. Il y a des comédiens. Amateurs et professionnels. Exactement. Et après, quand il va rentrer de captivité en 1941, il va faire la rencontre de Georges Adet. Et puis son frère sera également, fera partie de la troupe, puisqu'on en voit là un article et une caricature. On voit les deux frères, André et Henri, pour la pièce Noëlla, qui sera écrite par André. On va continuer dans cette deuxième partie, à partir de 1945, donc dans l'après-guerre, donc les prisonniers sont revenus. Et il continue les portraits toujours. Plus tard, quand il ira en Algérie, son choix de peinture, ses sujets, ce sera comme en Vendée, des gens de la rue, rarement des intérieurs. C'est très rare. On le sentait un petit peu dans la période de la guerre, mais là plus que jamais le retour à la couleur. Là. On a certaines toiles, toutes ne sont pas là de cette période, mais on voit là ces voiles notamment.
Ouais. où la couleur Là, il y avait revient, toute les une marques. série dont une est reproduite dans le catalogue, mais qu'on n'a pas malheureusement dans l'exposition, qui est de couleurs qui se rapprochent très près du fauvisme finalement, avec des couleurs très vives. La vie reprend, les ouvrières retournent à l'usine de sardines, les voiles reprennent leurs droits. On voit ce nu à la Villa Krugère, ces enfants à la fenêtre. Les enfants à la Villa Krugère, la couleur arrive à ce moment-là dans sa peinture. Et le rythme. Jamais il a utilisé des couleurs pures comme ça. 1949, on approche d'une rencontre avec une jeune fille de 19 ans. Une jeune fille de 19 ans qu'il a rencontrée, qu'il devait connaître probablement, qu'il devait croiser dans les rues Croix-de-Vie, mais qu'il connaît un peu mieux maintenant parce qu'elle travaille chez cette fameuse Rosa Minier. Voilà. Elle est employée chez Rosa Minier. Monique Porto est employée chez Rosa Minier, qui tient une agence de location. Et Henri va souvent voir cette amie Rosa Minier et on profite pour voir Monique. Alors le mariage de Monique et d'Henri aura lieu au mois de septembre de l'année 1950. On a l'autoportrait avec le petit voile de mariée en pochette. Oui. Et le voyage de noces se fait en Algérie. En Algérie. Et c'est une sorte de pèlerinage qu'il va faire en Algérie. D'ailleurs, maman dit qu'il est allé chez beaucoup de collectionneurs à la découverte d'œuvres de Jean Launois là-bas. Et le début de la céramique. 49, on en a parlé, très important parce que la céramique va durer jusqu'à la fin des années 70 quand même. C'est grâce à Raoul Breteau, qui était représentant pour la faïencerie de Pornic. Raoul Breteau propose le travail d'Henri Simon, enfin le suggère à la faïencerie, et c'est le début d'une collaboration qui va durer un bon moment. Et là, on peut dire que 1950, une nouvelle vie commence. Ah, tout à fait.